Quoi, Sophie Claude? Oui, bonjour Alexis. Aujourd'hui à l'émission, en deuxième partie, on va recevoir Catherine Boivin. De quoi elle va venir nous parler aujourd'hui, Sophie Claude? Ben, elle va nous parler de ses projets en tant qu'artiste multidisciplinaire, mais aussi du phénomène des Pretendians, donc Ouais. les gens avec des origines autochtones questionnables. En première partie, on reçoit donc Hugo Dufresne, directeur général de Nurate. Nurate? Je vais vérifier avec lui si j'ai prononcé ça comme il faut. Donc, lui, il y a un projet Jeunes Caribou qui vont être en expédition bientôt. Monsieur Dufresne, quoi? Oui, bonjour. Oui, comment? Est-ce que j'ai prononcé comme il faut Nurette ou il faut le dire autrement? On dit Nourette, mais Nourette. même moi, étant originalement de la rive sud de Montréal, j'ai beaucoup de misère avec le double R en Inuktitut, là, fait que je pourrais même pas le prononcer le plus parfaitement possible. Je me ferais reprendre aussi au Nunavik. Bon. On va commencer par peut-être savoir c'est quoi que l'organisme Nurette. C'est quoi sa mission? Comment ça a été fondé? Oui, en fait, ben Nourette, la mission d'organisation, c'est d'offrir des opportunités de développement personnel et social aux jeunes du Nunavik Mhm. par l'entremise de programmes d'intervention par la nature et l'aventure. C'est donc, on va sur le territoire, on utilise le territoire, les activités de plein air, le contact avec la nature pour permettre aux jeunes de se développer personnellement, socialement et professionnellement. Ça a été fondé quand? On en est à notre 9e année de ce projet-là, de l'organisme communautaire en soi. Fait qu'on se prépare tranquillement pour fêter nos 10 ans à l'automne prochain, au début de la prochaine année scolaire. C'est parti d'un projet parascolaire d'une professeure, OK. Valérie Raymond, qui est Oui. toujours la directrice du conseil d'administration. Puis elle a commencé à suivre une expédition de ski de fond avec ses jeunes d'amis à elle qui skiaient de Montréal à Coudjouac. Ça s'appelait le projet Caribou. Puis avec ces jeunes dans sa classe, ils ont décidé qu'ils allaient être les jeunes caribous, puis ils s'entraînaient pour finir, aller rejoindre cette expédition-là pour leur arriver jusqu'à Coudjouac. Puis de fil en aiguille d'un programme de plein air d'entraînement, c'est devenu un programme de leadership pour s'officialiser en tant qu'organisme communautaire d'intervention par la nature et l'aventure. Puis depuis ce temps-là, depuis 2014, ben c'est ces 8 jeunes-là qui ont donné la petite étincelle pour que maintenant on offre nos 3 programmes à plus de 300 jeunes par année. Donc, je comprends bien, il y a une approche en 3 temps, 3 programmes. Le Oui, premier, exactement. c'est quoi? Le premier, c'est le programme Nourette, là, qui est vraiment à l'origine de la fondation de l'organisme, qui est encore aujourd'hui notre plus gros programme. Fait que le programme Nourette, c'est parascolaire. C'est un programme qu'on offre en partenariat avec la commission scolaire au Nunavik. Puis, c'est environ 250 jeunes par année. Fait que concrètement, qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes-là? Ils vont se rencontrer une fois par semaine. Dans chaque école, c'est une équipe de 8 à 12 jeunes. Puis une fois par semaine, pendant toute l'année scolaire, ils vont faire une activité, que ce soit un entraînement en ski de fond, de la cuisine pour préparer des sorties, activités traditionnelles avec des gens de la communauté, que ce soit de la pêche, de la chasse, construction d'un igloo. Puis ils se préparent tranquillement à travers l'année là, pour des plus gros défis. Puis ils vont faire 2 sorties en camping d'une fin de semaine durant l'année scolaire. Puis là, vous parliez d'expédition en début d'émission. Ben là, ça s'en vient. On a notre première expédition la semaine prochaine. Le programme se termine sur une grosse expédition régionale là, qui rassemble quatre équipes, donc 4 communautés différentes qui vont prendre l'avion, se rejoindre à un endroit puis vivre une expédition de ski de fond d'une semaine ensemble. Ça doit être quelque chose à organiser. On rassemble. Est-ce que c'est toutes les communautés inuites du Nunavik qui peuvent bénéficier des services de Nurette? Oui, exactement. On offre nos programmes dans les 14 communautés. Cette année, on est présent dans 12 communautés sur 14, mais à chaque début d'année, on essaie d'être présent dans les 14. OK. Donc, vous Mais quand regroupez même... des. Oui, vas-y, Sophie-Claude. Pardon Alexis. Moi, je suis curieuse, dans 14 communautés, c'est quoi le taux de participation moyen par communauté? Vous avez un, deux participants, une dizaine de participants?
Environ, c'est environ 8 à 12 participants par école. Puis il y a certaines communautés où est-ce que il y a le programme à l'école secondaire et à l'école primaire. Fait qu'on a certaines communautés où il est aussi offert en format initiation. Fait que les sorties sont un petit peu de plus petite envergure pour les jeunes de 9, 10, 11, 12 ans. Fait que je vous dirais une moyenne de 8 à 12 jeunes là, par école qui s'impliquent dans le programme. Puis, en termes d'implication plutôt locale, je présume que vous avez des guides. Est-ce que les aînés des communautés sont aussi impliqués? Oui, en fait, nous, on côtoie jamais le territoire sans être accompagné, guidé par des gens des communautés. Comme par exemple, là, on s'en va à Ouméouiac sur la baie du Thon, puis on a les guides de Parc Nunavik qui vont être là pour nous accompagner. Souvent, quand il n'y a pas des institutions formelles comme parc, on va trouver dans la communauté des gens qui sont des bons chasseurs, qui connaissent bien le territoire, puis c'est eux qui vont s'assurer que nous, on est en ski de fond, on avance tranquillement, puis eux, dans le fond, ils nous encerclent, puis ils accompagnent l'expédition en skidoo, ils vont monter les campements, s'il y a des opportunités de chasse, ils vont nous dire, bon, on arrête le ski pour aujourd'hui, on va amener les jeunes, ils peuvent vivre telle expérience. Fait que, tu sais, le ski de fond, pour nous, c'est un prétexte pour côtoyer le territoire puis amener les jeunes à se développer. C'est pas la fin en soi, là. OK. Puis, dans le fond, les apprentissages traditionnels qu'on parle justement de la chasse, puis la compréhension du territoire quand on se déplace aussi, ont un espace prépondérant, est-ce que je comprends? Oui, exactement. On essaie de laisser la place pour le plus de... Nous, on se veut des facilitateurs qui créent les opportunités pour ces échanges-là. On le sait que l'accès au territoire n'est pas nécessairement possible pour tous les jeunes dans les communautés. Ça prend des skidoo, ça prend de l'essence, ça prend du budget. Fait que il y a certains jeunes qui ont l'opportunité de beaucoup côtoyer le territoire, d'autres jeunes que c'est moins leur cas. Fait qu'on est, pour nous, notre seul critère d'inclusion, c'est la volonté de participer au programme, puis on fournit tout le reste. C'est un programme qui est gratuit pour tous les jeunes, fait que ça permet ce contact-là au territoire pour le plus grand nombre de jeunes possible, dans le fond, on espère. C'est vraiment intéressant. Moi, ma question que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui se posent, c'est qui finance ça à ce moment-là? Qui finance ça? On a plusieurs bailleurs de fonds, mais principalement, c'est la Société Makivik qui gère les fonds de redevance là, de la Convention du Nord québécois puis la baie James. Ils ont un programme de financement pour la prévention auprès des jeunes. On est aussi on est aussi beaucoup financé par la santé régionale des services sociaux du Nunavik, puis par le gouvernement régional Kativik, là, qui est un gouvernement régional qui a été créé aussi suite à la Convention de la baie James. Fait que, majoritairement, notre financement, c'est des institutions nordiques qui financent des programmes pour le Nunavik. Là. Moi, on ne pourrait pas utiliser ces fonds-là pour offrir le programme dans d'autres communautés du Québec, par exemple. Est-ce que vous faites juste du ski de fond ou il y a d'autres activités, par exemple, plus au printemps, à l'automne ou à l'été? Oui. Déjà, dans le programme Nourrette, l'activité principale, c'est le ski de fond, mais il va y avoir des activités de communication, des activités de team building, de la cuisine, comme je disais, des constructions d'igloos. Fait que c'est pas toujours le ski de fond, ça reste le sport principal. Mais sinon, dans nos autres programmes, on fait du kayak de mer à l'été, du canot camping. C'est les deux autres activités de plein air qu'on utilise le plus. Puis en fait, c'est qu'on a le matériel pour le faire. On a aussi un stage de réinsertion socio-professionnelle où est-ce qu'on est en construction d'une cabine pour se faire des camps de chasse. Fait qu'il y a des jeunes qui font ce programme-là aussi durant l'été. Là. Fait que c'est pas exclusivement pour le ski de fond. C'est dans l'approche de l'opportunité de développement professionnel? Oui, exact. C'est à travers la construction d'une cabine. Ça dure 1 mois là, du début à la fin de ce projet-là pour 8 jeunes à chaque... on offre le programme à 8 jeunes à chaque année pour le développement professionnel. Puis, est-ce qu'il y a d'autres approches aussi que vous avez relativement peut-être à la facilitation du retour sur le territoire? Ça se passe par les programmes Nurette, Tutit ou Icar Tweet? Oui, exact. Pour le programme Nourrette, je pense que j'espère avoir fait un bon portrait.
Pour le programme ICAR-TWIT, là, comme vous venez de le dire, c'est un programme qui est à visée plus développementale, alors que Nourrite, c'est plus éducationnel. Puis là, c'est le kayak de mer, c'est dans le cadre de ce programme-là. Qu'est-ce qu'on veut On dire par utilise le kayak. développemental? On veut dire qu'on va viser plus le développement d'un réseau de soutien, développement d'éléments d'engagement face au projet, de se fixer des objectifs, de trouver des forces. C'est un continuum, une séquence là, dans l'intervention par la nature et l'aventure. C'est un terme un peu qu'on utilise dans ce monde-là. Là. C'est ça, fait qu'on sait que le kayak de mer, c'est une activité qui est traditionnelle chez les Inuits. Fait qu'on Oui. trouvait que ça faisait sens pour nous de créer un projet autour de cette activité-là, puis d'offrir cette opportunité-là à certains jeunes là, à chaque année. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers le kayak de mer. Puis le projet d'insertion socio-professionnelle, comme je disais, la construction d'une cabine, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour se construire des camps de chasse et des compétences techniques qui sont très utiles pour les jeunes au Nord puis qui peuvent les rapprocher du marché de l'emploi. Fait que c'est aussi pour ça qu'on a décidé de développer ce programme-là. Là. Puis finalement, le programme Tout-Tweet, c'est un programme... Nourrite, c'est le bébé des caribous, puis Tout-Tweet, c'est les caribous matures. Fait que c'est des jeunes qui souhaitaient continuer à s'impliquer au sein de notre organisation, puis qui demandaient des plus gros défis, des plus gros challenges. Fait que c'est un programme qui est plus axé sur les jeunes leaders dans les communautés, qui sont plus vieux, qui ont fini le secondaire. Mm-hmm. Puis on a monté un programme, dans le fond, ils voulaient une plus grosse expédition, donc on leur a dit parfait, mais on va l'organiser ensemble. Fait qu'ils vont être appelés à monter l'expédition, ils vont développer des skills de gestion de projet, ils vont respecter des échéanciers, ils vont monter le menu eux-mêmes, ils vont demander des soumissions, fait qu'ils vont développer certains outils comme ça, plus de gestion de projet sur comment j'ai une idée, j'ai un objectif, comment je mets ça en place au lieu de se faire inviter simplement dans une expédition qui est déjà prête comme pour les élèves du secondaire. Là. Fait que ils développent plus de skills de leadership. Puis à travers ça, on essaie de leur donner des compétences aussi d'animation de groupe, de gestion des risques, de compétences qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours pour ces jeunes-là qui sont appelés eux considèrent qu'ils sont comme plus des leaders. Là. Donc ça, c'est une expédition à canot. Est-ce que c'est sur une rivière ou, j'imagine le kayak de mer, ça le dit, c'est le long des baies, puis en mer. Le canot, on fait ça sur une des grandes rivières du Nord? Sur les grandes rivières du Nord, exactement. On a parcouru 3 dans les 3 derniers étés. La rivière Coxswack, qui se termine à Coudjouac. Et on a parcouru la rivière aux Feuilles, qui est une rivière très connue au nord, puis la rivière Coroc, qui est un des parcs Nunavik aussi. Fait qu'on va en ouvrir une nouvelle l'été prochain avec un nouveau groupe de jeunes là, qui est intéressé par le défi. Et puis, pardon. Oui, vas-y. Pour les compétences que ces jeunes-là acquièrent, on parlait des skills, c'est vraiment sur les compétences. On parle de leadership, justement, de construction, etc. Est-ce que lorsqu'ils complètent le programme, est-ce qu'ils ont des crédits académiques, un certificat? Lorsqu'ils complètent ce programme-là, mis à part les compétences qu'ils ont acquis, est-ce qu'il y a une reconnaissance de ces acquis-là? Oui, nous, c'est une excellente question parce qu'on trouve que c'est super important de célébrer les succès, puis de célébrer l'apprentissage, puis le dépassement qu'ils ont vécu. Il n'y a pas de crédit académique à proprement parler, mais quand on revient en communauté, puis on a fini une expédition, on organise un grand festin communautaire où on va inviter toute la communauté à venir célébrer le succès de ces jeunes-là. On va manger de la nourriture traditionnelle, tout le monde ensemble. On va faire des slideshows de photos, puis on remet des certificats là, aux jeunes pour dire qu'ils ont réussi à compléter le programme. C'est pas des crédits à l'école, là, c'est un certificat de Nourrite Jeunes Caribous, comme quoi ils ont réussi à compléter le programme. Mais c'est surtout l'événement en soi où on célèbre le succès puis ce qu'ils ont réussi à vivre là, qui est significatif. C'est intéressant, peut-être qu'éventuellement, travailler sur un programme d'accréditation puis de crédit en tant que tel pourrait être pertinent parce que c'est super d'avoir un certificat, d'avoir une célébration communautaire, d'avoir
réussi à compléter le programme, mais certainement des compétences comme la construction d'une cabine puis le leadership, c'est des compétences qui vont les suivre toute leur vie, très certainement. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous. Dans le cadre du projet Cano spécifiquement, on a donné des cours de canot, fait on a fait monter un instructeur, puis ils ont leur brevet de canot. Fait que ça, c'est des compétences qui sont reconnues là, par la Fédération de canot du Québec. Pour ce qui est du cours de charpenterie-menuiserie, on est en discussion là, avec le gouvernement régional catholique qui nous aide à financer ce projet-là pour voir s'il ne peut pas au moins avoir comme la carte sécurité sur les chantiers pour qu'ils se rapprochent plus du marché professionnel puis de se faire embaucher sur les chantiers au nord. Ça serait déjà la première base à obtenir pour eux. Fait que c'est une excellente piste de réflexion. On est avec Hugo Oui, Dufresne. Mhm. Oui, on est avec Hugo Dufresne, directeur général de Nurette. On va prendre une petite pause musicale. On vous revient après la petite pause. Alors, cette semaine, je me suis amusée à faire une thématique plutôt gothique en termes de musique. Alors, on écoutait Pixic avec Tuk Trot, qui font vraiment de l'électro mélangé avec du chant de gorge et c'est assez lyrique et aussi, elles ont le look assez gothique aussi. C'est assez intéressant qu'est-ce qu'elles font. Il faudrait que j'aille voir un de leurs vidéoclips. Mhm. Hugo Dufresne, directeur général de Nurette. Oui. Oui. Donc, oui, vas-y. Vas-y, Sophie-Claude. Ça paraît que quand on n'est pas en studio ensemble, c'est plus difficile un peu de se donner des cues qui commencent, qui continuent. Donc, Monsieur Dufresne, euh, à part pour les compétences dont on parlait qui sont acquises, le fait que ça ait commencé par vraiment les jeunes caribous puis qu'il y ait eu des développements pour d'autres programmes, ça veut dire que les membres de la communauté, les participants, en voulaient plus. Ils voulaient plus de programmes qui couvraient une plus grande tranche d'âge et donc plus de compétences. C'est bien ça? Oui, exactement. Puis je pense que vous mettez le doigt vraiment sur ce qui est la force de notre organisation, puis pourquoi ça s'est développé aussi rapidement, c'est que ce programme-là est né du désir des jeunes de faire ces activités-là, de participer à ce genre de programme-là. C'est une professeure qui était à l'école, qui était en contact rapproché avec ces jeunes.
Puis c'est resté encore à ce jour la chose la plus importante pour nous à chaque fois qu'on prend une décision, c'est est-ce qu'on répond réellement aux besoins des jeunes? Est-ce qu'on est en train de les écouter puis de réfléchir à nos actions en fonction de ce que les jeunes demandent, ce que les jeunes veulent, ce que les jeunes ont besoin? C'est pour ça que le programme est passé d'une classe de 7 élèves en 2014 à 4 communautés différentes l'année suivante, à 7 communautés différentes qui l'appelaient Valérie littéralement pour dire on veut offrir ce programme-là dans notre communauté. Puis qu'en seulement 3-4 années, on était rendu présent dans 14 communautés. Puis c'était un petit projet d'une classe qui rapidement a pris une ampleur phénoménale. Puis il a fallu s'arrêter puis dire bon, comment on est capable de financer tout ça, comment on est capable de mettre ça sur pied. Aujourd'hui, on est ailleurs, on a réussi à stabiliser puis à rendre l'organisation là, pérenne dans le temps, mais il y a eu un moment où la popularité a explosé tellement rapidement parce qu'on répondait à un besoin des jeunes, puis parce qu'on est encore à l'écoute de ce que les jeunes nous demandent puis nous disent au quotidien. Puis après 10 ans, on doit avoir des belles histoires de succès aussi. Oui, certaines très, très belles histoires, des jeunes qui gravitent encore autour de l'organisation de près ou de loin depuis les tout débuts. Le vice-président de notre conseil d'administration est un jeune sur la 2e cohorte en 2015 qui est passé à travers 2 de nos programmes puis qui a voulu redonner à un projet qui lui avait fait tellement de bien quand il était à la fin de son secondaire, fait qu'il est maintenant le vice-président du conseil d'administration. C'est un exemple parmi d'autres, mais oui, il y a des très belles histoires de jeunes qui gravitent encore autour, qui nous ont fait des témoignages très touchants aussi de comment c'est venu à un moment opportun dans les challenges, dans les communautés qui vivaient à ce moment-là. Moi, quand j'entends ça, ces activités-là, pour avoir vécu dans ma communauté, moi je viens de Waswanipi, là, je suis plus au sud avec les cris, mais Ouais. on s'entend que dans les communautés, les impacts des pensionnats pour Indiens, un des impacts plus marquants, je dirais, ça va être les problèmes de consommation qu'on retrouve dans nos communautés. Le fait de se tenir occupé avec des activités comme ça doit être bon pour la santé mentale aussi des participants. Oui, absolument. Là, puis je pense que c'est un des moteurs de notre action, là, pas seulement d'occuper les jeunes, là, j'entends souvent ça, mais Mm. d'avoir des opportunités, des choix qui peuvent décider de s'impliquer volontairement, de dire ça m'appelle, ça me parle, j'ai envie d'y investir de l'énergie, puis je veux accomplir tel objectif, puis à travers ce chemin-là, ben ils vont développer des forces, qui vont se rendre compte de hey, je savais pas, mais je suis vraiment bon là-dedans, ou ils vont développer des nouveaux intérêts avec les jeunes avec qui ils participent, tu sais, le groupe qui va se former à l'école ou quand ils vont rencontrer des groupes de d'autres communautés pour les grandes expéditions, ils vont avoir un développement de sentiment d'appartenance, d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, de se relier aux autres membres des autres communautés du Nunavik. Ils vont avoir appris à communiquer. Tu sais, quand tu es en plein air, puis qu'il y a un blizzard, puis que tu le subis, c'est pas ta faute, c'est pas la faute au guide, c'est la nature, c'est plus grand que toi. Fait que il faut que tu apprennes la seule chose que tu contrôles, c'est tes émotions, comment tu réagis à ça, mais tu n'as pas de pouvoir face à ce que la nature fait. Fait que c'est d'apprendre à gérer tes émotions, à les communiquer correctement. Puis aussi, ben ultimement, tu es dehors, tu bouges, fait qu'il y a aussi quelque chose d'un mode de vie sain, d'activer son corps qui est aussi très bénéfique. Là. Petite question, Human Interest. Comment un gars de la Rive-Sud, sûrement pas autochtone, se retrouve à travailler avec les Inuits dans le Nord? Ma petite histoire personnelle à moi, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais, non, moi je suis pas autochtone. Comment je me suis ramassé à travailler là? Moi, j'avais déjà eu des contacts beaucoup avec des communautés atikamekw en faisant beaucoup de canot camping, puis en réalisant qu'on naviguait un territoire, qu'on se déplaçait sur un territoire qui avait déjà été connu, qui était
qui appartenaient à d'autres personnes. Puis j'ai voulu créer des ponts, créer des contacts entre l'institution qui me permettait de faire ce canot-là, puis les communautés atikamekw où on passait. Puis j'ai développé un intérêt pour ça. Puis après ça, moi, ma petite histoire personnelle, c'est que mon frère était enseignant au Nunavik durant de nombreuses années. Puis il m'avait donné ils ont comme des billets d'avion là, quand ils travaillent au Nord, puis il m'avait permis de monter le visiter pendant une semaine. Puis lui était bénévole pour Nourrit Jeune Caribou, puis je suis comme tombé en amour avec les communautés nordiques, puis j'ai voulu m'impliquer plus chercher des façons d'y retourner, de m'impliquer, de travailler là. Puis ça a donné au moment où d'une part je finissais mes études, puis d'autre part le petit projet Jeune Caribou a mis sa première offre d'emploi officielle parce qu'il avait débloqué un premier gros budget, puis j'ai sauté sur l'occasion, puis depuis ce temps-là, ça fait depuis 5 ans maintenant que je travaille pour Nourrit Jeune Caribou. Là. Puis que vous habitez dans le Nord, comme ça? Je passe la moitié de mes années au Nord, puis Okay. la moitié de mes années à la maison aussi. Et puis, quand vous dites que vous êtes tombé en amour avec les communautés inuites, c'est un terme qu'on entend souvent par des non-autochtones qui viennent travailler dans nos communautés. Qu'est-ce qui vous a fait tomber en amour, spécifiquement? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intangible, du communautaire, du contact qui est franc, qui est direct, qui est humain, qui est tu sais, sans... je sais pas, le contact avec les gens m'a beaucoup plu. Avec les Inuits sur place, j'étais à Puvirnituq la première fois que je suis monté au Nord. J'ai beaucoup aimé ce monde-là communautaire. J'ai beaucoup aimé les discussions, les réflexions, la franchise, le rire, l'humour, l'autodérision que je me devais d'avoir. Puis aussi l'apprentissage que ça me permettait d'avoir. Je pense que si on entend souvent ça, je pense que ça fait du bien à des gens comme moi aussi de sortir de... Comment dire, j'essaie de bien l'exprimer, de bien le formuler, là, puis je veux parler pour moi, puis pas pour tout le monde qui sont en amour avec une communauté, mais c'est un contact humain qui est différent, puis qui m'a fait du bien, qui me fait encore du bien quand je le vis, puis qui est vrai, surtout. Hugo Dufresne, directeur général de Nuret. Je vais vous dire Nakurmik, est-ce que je dis ça comme il faut? Oui, exactement. Bon, merci de votre passage à l'émission. C'était bien intéressant. On souhaite longue vie à Nuret. Est-ce qu'on prévoit aussi la formation d'une relève? La formation d'une relève, vous voulez dire? À la direction, mais ce sera pour une autre entrevue. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est très gentil. Puis oui, j'espère beaucoup que mon poste... soit pour quelqu'un d'une communauté, de la communauté du Nunavik par la suite, puis que ce projet-là puisse vivre de façon plus locale. Merci beaucoup. Nakurmik. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. Pour commencer cette deuxième partie de l'émission, quoi de mieux que de parler avec l'artiste multidisciplinaire qui est allé à Cannes notamment, qui fait des superbes expositions, qui est une... danseuse de pow-wow, qui fait aussi de la course, donc une athlète, mais qui a aussi beaucoup d'opinions, hein, parce que, on le sait, elle s'exprime beaucoup sur plusieurs sujets. Donc, on est vraiment content de recevoir avec nous l'Atikamekw Nerozio, Catherine Boivin. Quoi? Quoi. Oui, Catherine, écoute, comme le disait d'entrée de jeu, Alexis, est une artiste multidisciplinaire quand même assez accomplie. Là. Aller à Cannes, c'est pas un petit accomplissement. Ça, c'était pour ton film 6 km minutes, c'est ça? 6 minutes par kilomètre, oui. Ah, 6 minutes par kilomètre. Et donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que ce film-là, tu l'avais créé avec une entente de Wapikoni parce que tu voulais, en fait, utiliser leur matériel audiovisuel pour pouvoir créer des images pour une exposition, puis tu as dit, OK, Wapikoni, je vais vous faire un film en échange que vous me prêtiez le matériel. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui, c'est pas mal comme ça que ça s'est passé, oui. Parce que je voulais... j'avais besoin qu'on me filme en train de courir, donc, tu sais, je leur ai demandé, est-ce que vous pourriez le faire comme ça? Ah, tiens, en échange, je vais faire un film. Donc, ça a donné ce film-là, puis voilà.
Donc, quand tu as fait ce film-là, je présume que tu n'avais pas en tête de te ramasser à Cannes puis fouler le tapis rouge, là. Non, du tout. Ça a été vraiment une belle surprise pour moi. Tu sais, je pensais pas que mon film aurait autant d'impact. Puis, je pense que ce qui m'honore le plus avec ce film-là aussi, c'est que c'est ma langue maternelle qui est mise de l'avant puis qui m'a amené à Cannes. Donc ça me touche beaucoup, là. Ça, c'est un des projets passés. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent, Catherine, en termes artistiques? Ben, en ce moment, je travaille sur des projets à côté et ce qui s'en vient pour moi, je pense que j'aimerais entrer en recherche-création, mais j'aimerais ça aborder plus le territoire parce que je trouve avec ce qui se passe en ce moment avec le changement climatique, c'est un sujet que je pense qu'il faut explorer en ce moment puis qu'il faut aborder, là. Moi, en tant qu'artiste, je pense que c'est important pour moi d'y contribuer, là. Tu vis sur le Ndakina, mais tu es d'une Taskinan. De quel territoire tu veux aborder? Ah ben j'aimerais aborder le lien avec la langue maternelle, OK. mais tu sais, Adikamek-Neluizio et le lien avec le territoire, moi d'où je viens. Mais tu sais, c'est sûr, j'habite oui, sur Ndakina et des fois je pense beaucoup à ma langue, puis je pense beaucoup au fait que tu sais, il me semble que j'aurais besoin de me reconnecter aussi à ma communauté. Donc voilà. Une résidence par chez vous, dans le fond. Oui, ouais, c'est ça. Puis aussi, t'es maman aussi, fait que je présume que tu as en tête le futur de ta fille. Est-ce qu'elle est exposée à la langue atikamekw, ta fille? Je trouve que pas Hmm. suffisamment. Puis parfois le français l'emporte beaucoup. Mais tu sais, elle a grandi quand même avec des mots. Il y a des mots qu'elle utilise uniquement de l'Atikamekw, comme pour désigner, par exemple, le chien. Tu sais, elle va toujours dire adium. Ça, c'est ancré en elle, je le vois, là. Puis, mais Hmm. j'essaie de garder ces brides-là, justement, de ces mots-là, pour qu'elle puisse, tu sais, quand elle retournera sur le territoire, ben, qu'elle puisse comprendre mais qu'elle puisse être familier déjà à certains mots, oui. Ben, certainement, ça peut faire une différence positive, puis ça peut influencer ses choix de vie, très certainement. Euh, Ah, on te reçoit aussi, Catherine, aujourd'hui, parce qu'on veut parler des gens qui réclament une identité autochtone qui peut être questionnable. Ça, c'est une façon très diplomatique de parler des pretendians, donc les gens qui prétendent être autochtones. Dans les dernières années, c'est un phénomène relativement, on pourrait dire, moi, au début des années 2000, fin 1990, il y avait très peu de gens qui voulaient se réclamer autochtones. Dans les dernières années, c'est devenu de plus en plus un phénomène grandissant, disons-le. Toi, Catherine, en tant que femme atikamekw, pourquoi est-ce que ce phénomène-là t'affecte? En quoi ça t'affecte? parce que j'ai réalisé que dans le fond, la problématique touchait. Tu sais, on parle de gens qui s'identifient comme autochtones, puis on pense que ça fait aucun mal. On pense même que ces gens-là contribuent à la culture autochtone. Sauf que mais pour moi, comment ça m'affecte, ben tu sais, ça peut être des gens qui peuvent prendre la place d'un autochtone, alors que tu sais, présentement, être autochtone, c'est in, alors qu'il y a une époque où c'était pas in pantoute. Et ces gens-là prennent au moment où on a besoin de cet espace-là, ben, ces gens-là le prennent et diffusent à notre place qui doit être diffusée. Et même que là, tu sais, moi, je parle en tant qu'artiste, tu sais, ben, des gens qui vont dire qu'est-ce que doit être l'art autochtone. Parce on a beaucoup été touchés par ça dans les arts autochtones, notamment. Dans le milieu artistique, on a été touché Hmm. par des personnes qui continuent, d'ailleurs, par exemple, à être commissaires pour des expositions pour les Autochtones. Donc, tu sais, ces personnes-là sont encore très présentes, mais alors que c'est à nous de définir qu'est-ce qu'on veut diffuser et euh, qu'on, qu'est-ce qu'on veut représenter de nos cultures. Parce que ces gens-là pourraient être des alliés. Il y a du travail qui peut être fait comme alliés des Autochtones sans nécessairement réclamer une identité autochtone questionnable. Oui, tout à fait. Ça, c'est une des choses que je rappelle le plus souvent. Tu sais, on n'a pas besoin de se réclamer autochtone pour nous aider puis être à nos côtés. Mais c'est Hmm. ça aussi, être allié, c'est un rôle vraiment qu'il faut définir aussi parce que les gens peuvent s'emporter là-dessus. Ils vont dire, ben, je suis un allié, mais non, être allié, ça a une définition puis ça a
la personne doit agir d'une certaine façon pour contribuer, pour aider, dans le fond, la personne, et non prendre sa place puis faire à sa place les choses. Petite question comme ça, j'ai déjà entendu un allié dire « Je suis complètement décolonisé ». Est-ce que tu peux croire une telle affirmation? Non, moi, je pense pas qu'on puisse être totalement se décoloniser. Et je trouve même que c'est un peu pas ambitieux, mais tu sais, peut-être que c'est trop vite. Mais tu sais, qui t'a dit que tu étais complètement décolonisé, tu sais? Je pense que c'est aux Autochtones de qualifier c'est quoi être décolonisé, puis même à ça. Même à ça, tu sais, nous autres même, moi en tout cas, je vais parler pour moi, je suis en bonne partie colonisé, puis faire une affirmation pour moi-même, me dire complètement décolonisé, je trouverais ça gros. Oui, c'est vrai. Puis je suis d'accord avec toi, tu sais. Il y a des gens qui m'appellent aussi « Ah, tu es une autochtone colonisée parce que j'ose dénoncer ces personnes-là, j'ose en parler. » Mais je suis comme, tu sais, ces gens-là utilisent la colonisation contre nous aussi, les prétendiennes, tout ça. Mais tu sais, c'est parce que il y a quelque chose là-dedans. Moi, ce que je rappelle souvent, c'est que les Autochtones aussi sont une de leurs valeurs importantes, c'est être honnête, puis c'est être vrai, donc c'est être authentique envers les gens. Donc, voilà. Quand ils disent t'es colonisé, moi j'ai eu affaire avec des gens aussi avec des origines questionnables. Ils viennent souvent, ils ont des propos, disons, peut-être menaçants. Là. On a des menaces de se faire poursuivre, d'être amené en justice, des trucs comme ça. Mais quand, ils, quand ils disent qu'ils sont qui nous traitent, nous, les Autochtones, de colonisés, de colonisateurs. Est-ce que c'est par rapport à la loi sur les Indiens? Est-ce que c'est par rapport à notre rythme de vie, la façon qu'on vit notre vie, ou c'est vraiment par rapport au fait qu'on parle de statut d'Indien? Je pense que c'est vraiment pour détourner l'attention du sujet actuel, ce qui est l'identité de la personne auquel on remet en cause. Parce que, tu sais, on parle tout le temps des Autochtones comme « Ah, vous êtes des gens inclusifs, vous devez être inclusifs. » Puis si on n'est pas inclusif, ben vous êtes des Autochtones colonisés. Donc, tu sais, c'est tout le temps ce message-là qui est véhiculé, alors que, tu sais, on est juste en train de mettre une limite. Et c'est ce qu'on a privé pendant longtemps, les Autochtones, c'est de mettre des limites, c'est de dire « Voici les limites à ne pas franchir. » Et, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on veut assurer mais on est capable d'assurer notre existence, on est capable d'assurer aussi notre identité. Et souvent, cette question-là de la loi sur les Indiens, c'est souvent utilisé contre nous comme souvent pour essayer de nous. Ben c'est ça, d'essayer de mettre le sujet ailleurs, d'amener le sujet ailleurs, oui. Catherine, tu sais que dans nos communautés, nos nations, on n'est pas des blocs monolithiques, il y a des tensions. Il y a des partisans ou des personnes qui disent qu'un conseil de bande n'a aucune autorité pour faire des négociations pour un traité ou des choses comme ça. On l'a vu chez les Inuits, on l'a vu dans d'autres nations aussi. Puis on voit des prétendus métis de l'Est venir supporter souvent la cause de ces contestataires-là face au conseil de bande. Pour se donner une légitimité. Est-ce que tu as pu voir ça dans d'autres endroits? Puis si oui, qu'est-ce que tu en penses de ce phénomène-là où on utilise, dans le fond, des contestations internes à nos nations pour venir se donner de la légitimité? Ben, je trouve que c'est vraiment... premièrement, je pense pas que c'est un vrai appui que ces gens-là donnent. Les gens qui revendiquent tout ça, ils ont une cause en tête puis à cœur, qui leur tient à cœur. Et je pense notamment à des gens de ma communauté. Ils veulent faire comprendre, ils veulent faire entendre ce qu'ils vivent sur leur territoire. Ils veulent faire entendre. Mais ces gens-là profitent. C'est comme ils profitent de la vulnérabilité, je trouve, de ces gens-là. Puis c'est ça qui me dérange. C'est comme si tu es pour appuyer, ben appuie-moi en tant que Québécois. Ben, essaie pas de prétendre d'être une personne que tu n'es pas. C'est pas ça que j'ai besoin là. Donc, c'est pour ça que je trouve... j'ai été témoin de ça justement récemment. Puis, pour moi, ça a été... En plus, ça donnait la légitimité, malheureusement. Ces gens-là sont là que pour ça, se donner une légitimité.
Puis aussi, je pense que moi, en tout cas, de ce que je suis témoin, c'est vraiment que c'est toujours des gains financiers. Non seulement c'est des postes qui peuvent nous être réservés aux Autochtones, ça a pris plusieurs années de se faire une place et avoir des postes réservés, mais là, ces gens là, prennent nos opportunités, que ce soit même pour vendre de l'artisanat autochtone. Je veux dire, c'est quand même c'est plusieurs centaines, même des milliers de dollars qui sont liés à ça. Euh, le phénomène là, qu'on parle, on dit pas. Beaucoup de Québécois disent ah oui, on a tout un ancêtre autochtone. Ça, c'était, il y a même des comédiens québécois qui avaient clamé ça sur la place publique. Je pense à Roy Dupuis qui avait mentionné ça il y a quelques années, que tous les Québécois étaient, à quelque part, avaient des ancêtres autochtones. Euh, Lorsqu'on parle de gens avec des communautés, des origines questionnables, il y en a que ça peut être un ancêtre qui date de 1625, de 1880, et par cet ancêtre-là, ils se réclament leur identité autochtone et ils vont pas réclamer l'identité de tous les autres ancêtres depuis non plus, là, c'est ça? Non, c'est ça, des milliers d'ancêtres. On parle de plusieurs milliers d'ancêtres, mais eux autres, ils se focus sur cet ancêtre-là qui est né dans les années 1600. Et je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais de tes ancêtres qui sont plus récents, qui sont plus proches? Je trouve que c'est intense. Moi, je me réclame pas. Quelqu'un qui a des par exemple, là, j'ai une origine russe. Ok, mais moi, je me réclamerais pas russe. Là, je me mettrais pas à aller revendiquer cette identité-là parce que j'ai pas de connexion avec ça. Donc, tu sais, ça remonte à loin, là, quand même. Puis ces gens-là pensent pas à leur autre ancêtre, là. Mais pourquoi c'est autochtone? Ben, parce que ça donne, il y a comme quelque chose de mystique, c'est magique. J'ai écrit un blog là-dessus en disant, tu sais, l'identité Oui. autochtone magique des Autochtones. C'est genre, on trouve un ancêtre autochtone, puis c'est comme gagner à la loterie, on dirait. C'est comme moi qui me cherche mon ancêtre écossais pour pouvoir avoir le droit de porter un kilt sans appropriation culturelle. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Puis moi qui ai Chacun ses même des fantasmes. origines. Oui, oui, j'ai des origines françaises aussi. Moi, j'aimerais ça avoir un château en France, là. Non, c'est ça. Puis c'est toujours une grand-mère autochtone. C'est toujours une grand-mère. Je suis comme, OK, mais il est où le grand-père? Puis En tout cas. on s'entend aussi, tu sais, à travers le système de colonisation, lorsqu'il y avait des mariages, tu sais, il y avait l'émancipation non seulement de quelqu'un qui allait étudier à l'université, quelqu'un qui mariait quelqu'un, une femme autochtone qui mariait un non-autochtone devenait émancipée et perdait son statut. Dans les archives, en général, ces gens-là sont bien mentionnés parce que les recenseurs, les prêtres, etc., étaient très fiers de dire qu'ils avaient assimilé, émancipé une personne autochtone. Donc, les gens qui disent ah ben, moi, dans ma famille, il y a des rumeurs, on n'en parlait pas beaucoup, c'était tabou, mais c'est sûr qu'il y a de l'autochtone dans ma famille. Tu répondrais quoi à ça, Catherine? Ben, c'est quoi son nom? C'est de quelle nation? Tu sais, et je répondrais aussi, avant de sauter dans le peigne et de mettre votre plume, ben, allez valider avant de dire de telles choses parce que c'est important. C'est important de valider avant de dire peut-être que c'est juste une rumeur, peut-être que c'est plus loin qu'on pense. Parce que c'est Mhm. tellement, c'est quelque chose de très fréquent, tu sais, quand je me promène. Puis la première chose des fois que les Québécois me disent, c'est ah ben j'ai une grand-mère qui est autochtone. Je leur demande mais c'est qui, c'est quoi son nom. Ils disent ah je sais pas. Mais je suis comme mais valide, il faut valider, il faut faire des recherches. Puis souvent en ne trouvant pas, ils pensent que ah ben ça a été caché, ça a été détruit. Mais je me dis, il y a quelqu'un que Kim Talbert avait expliqué dans le documentaire de 50 States au sujet de Buffy Sainte-Marie que les Autochtones, c'était eux ils étaient très, très attentifs à leur documentation, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on voulait nous contrôler, il fallait contrôler les Autochtones. Donc ça, quelque Mhm. part, c'est sûr qu'il y a une réponse. Puis c'est ça. Il n'y a rien de caché, je pense. En tout cas. À part, oui, il faut penser aussi au fait que on connaît nos causes, on connaît les 60 Scoops, on connaît les gens qui ont été émancipés, qui ont perdu leur statut. On ne parle pas de ces gens-là. On parle de personnes qui c'est vague, c'est trop lointain.
Donc, il faut quand même mentionner cette différence-là, oui. Ou ça vient d'un mythe familial, comme tu l'as dit, là, puis qui ont fondé leur identité en grandissant là-dessus. On a l'exemple ici d'une ancienne conseillère à Montréal qui... C'était un peu ça son histoire. Donc, la mythologie familiale disait qu'il était Micmac. Puis après ça, quand on a commencé à poser des questions, Algonquin, Abenaki. Les Abenaki, ça arrive souvent quand on est des ancêtres de ces personnes-là Je pense que vous êtes les Cherokees du Québec. Parce qu'aux États-Unis, c'est un gros fléau. Mais oui, c'est vraiment intense. Puis je pense que, tu sais, il y a rarement, en tout cas, j'en ai juste vu un là, à date, mais je pense pas qu'ils peuvent se revendiquer Cri, mais tu sais, les nations qui sont plus au nord, parce que, tu sais, on connaît notre monde, puis on dit que c'est plus facile pour se revendiquer Abenaki ou Micmac. On avait eu Joseph Boyden qui était allé rencontrer des aînés Cri dans le Nord puis qui avait finalement partagé les histoires qu'il avait reçues dans un livre en disant que ça faisait partie de sa famille à lui. Une dernière question pour terminer notre entrevue, Catherine. Est-ce que les gens qui sont non autochtones peuvent prendre part aux danses powwow et se revêtir de régalia? Ou est-ce que, selon toi, ça devrait être réservé aux Autochtones? Parce que des fois, il y a des gens avec des origines questionnables qui disent « Ouais, mais moi, je danse dans les powwows, puis il y a des gens qui m'aiment, puis il y a des gens qui m'invitent. » Qu'est-ce que tu penses de ça? J'en ai discuté un peu autour de moi, avec ma grand-mère, en lui disant « Mais tu sais, il faut valider avant. Encore une fois, il faut valider. Est-ce que... » Puis en plus, je trouve que c'est comme utiliser les Autochtones, encore une fois, c'est juste pour dire, j'ai des amis autochtones, mais mais ça fait pas de toi un Autochtone. Oui, il y a des gens qui t'aiment, qui t'apprécient, OK, mais ça veut pas dire que tu peux, c'est pas comme une approbation. Tu sais, les gens confondent souvent ça, ces deux choses-là. Puis, je pense que, tu sais, pour moi, les régalias, c'est réservé aux Autochtones. Tout le monde est bienvenu dans nos powwows. Vous pouvez tous venir. Vous aurez un temps pour partager l'arène de danse avec nous, mais on peut pas, tu sais, c'est ça, les régalias, c'est réservé aux Autochtones. Tu sais, pendant longtemps, on nous a interdit de danser ces danses-là, puis comme je disais tantôt, tu sais, maintenant qu'on a ces espaces-là, il faut, c'est important pour nous. C'est là qu'on essaie de prendre un peu de ce qu'on nous a pris. Donc, tu sais, moi, je leur dirais, tu sais, il faut valider si tu penses que j'ai peut-être un autochtone, valide avant de te mettre en habit en régalia, tu sais. Puis c'est ça. Catherine Boivin, artiste multidisciplinaire, femme engagée, autrice d'un blog. En terminant, comment on fait pour te trouver sur Internet si on veut te suivre? Je suis sur Instagram. Vous pouvez taper Catherine Boivin ou Otehima. O-T-E-H-I-M-A. Je suis sur TikTok, Instagram, Facebook. En tout cas, n'hésitez pas. Avec un blog aussi? Comment? Avec un blog aussi? Ah oui, j'ai un blog, oui. Ça s'appelle Odehima Atsukeo. Mais vous trouverez les liens avec mon compte Instagram ou TikTok. Parfait. Donc, Miigwech, de ta présence avec nous, c'était bien apprécié. On va te suivre, bien sûr, dans peut-être ta résidence sur le territoire. On te le souhaite. Mais Miigwech, merci beaucoup de m'avoir invité. Machachi. Merci beaucoup, Matashi. Machachi.
Alors, on entendait Dear Lady avec Believer. Dear Lady est composé de Mali Obomsawin, qui est membre de la communauté de Danak, et de Magdalena Abrego. Donc, on continue encore avec le style un peu gothique cette semaine. Jazzy. Mali a fait dans le jazz et bassiste. C'est une femme du Vermont, mais oui, qui est de ma communauté. Donc, festival Présence autochtone, Sophie-Claude. Oui, le Festival Présence autochtone, moi, je suis une amie du festival depuis plusieurs années. C'est un festival que j'affectionne particulièrement. Et donc, il y a une prolongation de l'appel à film. Donc, les gens qui aimeraient soumettre un court-métrage, une vidéo, un film, ça peut être un long-métrage aussi. La date limite a été prolongée jusqu'au 1er mars pour soumettre leurs vidéos. Mais donc, vous pouvez continuer encore à envoyer vos vidéos. Et le festival, on le rappelle, se déroule du 6 au 15 août. Festival majeur dont on n'a jamais eu l'occasion de parler. Il faudrait inviter André Dudemaine ou Charles Bernder, le président du CA. Tu fais le travail à ma place, moi je suis membre du CA. Tu sais. Comme je dis, je suis une amie de longue date du festival, puis je trouve que c'est tellement une belle porte d'entrée aussi en plein milieu urbain, tant par les films et vidéos que sur le site en tant que tel. C'est très rapprocheur. Moi, ça a été une de mes premières jobs quand j'étais plus jeune. Ambassadeur pour donner de l'information. C'est ça, ouais. J'ai fait ce travail-là aussi. J'ai travaillé avec ton frère, d'ailleurs, au kiosque d'information. Là, Alexis, il y a des Autochtones. Au départ, on va parler d'un prêtre. Le père Ivoire, oui, qui est accusé d'agression sexuelle dans le nord canadien. Ça fait longtemps que le Canada demande son extradition de France. Et on n'arrive pas à l'extrader. Monsieur vit dans la maison de retraite de sa congrégation religieuse et sa congrégation décide qu'il ne sera pas exclu. Eh là là, Donc, il est reconnu coupable d'agression sexuelle et sa congrégation le protège. Il n'est peut-être pas encore reconnu coupable dans la mesure où on veut l'extrader pour pouvoir le mettre en procès. OK. Donc, il est quand même protégé par sa congrégation. Puis la France aussi. La France aussi. Et là là. En Ontario, il y a une communauté qui, finalement... Une organisation algonquine, Anishinaabe, qui a des critères de membership qui ne sont pas nécessairement reliés exactement à la loi sur les Indiens. Et il y a 8 ancêtres qui étaient un peu contentieux. Puis là, on a fait des recherches avec les aînés, avec les archives. On continue à parler de Pretendian. Et finalement, il y aurait 2000 membres qui sont des descendants de ces 8 ancêtres-là qui ne seraient peut-être pas si finalement 2000? Anishinaabe, qui ont été retirés de la liste de l'organisation. Donc, ils avaient une carte de membres de l'association comme étant Algonquin. Algonquin of Ontario, oui, qui représente 10 communautés. Et là, dans le fond, 2000 personnes se sont fait dire, en fait, non, t'es clairement pas autochtone, ton ancêtre n'est pas autochtone. Exactement, dont Marc Serré, qui est un député qui s'identifiait autochtone dans cette affiliation-là. Oui, c'est vraiment un dossier à suivre. Quand je dis que les gens avec des descendances autochtones questionnables sont partout, on en a encore un autre exemple, malheureusement. Ouais. En Alberta, on le sait qu'il y a une grosse communauté autochtone. On va terminer avec cette nouvelle-là. Brandy Morin, une journaliste autochtone de l'Alberta, avait été arrêtée parce qu'elle faisait une couverture d'un travail policier et ces accusations ont été abandonnées. Toi qui es dans le monde des médias plus que moi, Sophie-Claude, la liberté journalistique, ça doit être quelque chose d'important pour toi. Oui, vraiment. Puis c'est pas la première fois que je vois ça, ou est-ce que lorsqu'on est en train de rapporter un sujet assez épineux, oui, les arrestations ont lieu malheureusement. Donc c'est une liberté d'expression, puis l'accès à l'information aussi. À la semaine prochaine, Sophie-Claude. Oui, à la semaine prochaine.